La Société des écrivains et écrivaines de la Mauricie, en collaboration avec la Gazette de la Mauricie, présente Entre guillemets, une balado-diffusion qui va à la rencontre des créateurs et créatrices d'ici. Entre guillemets, c'est un temps d'arrêt pendant lequel deux auteurs s'entretiennent avec moi, Christian Bouchard. Au fil de la conversation, ils se révèlent par leur vision de la création, leur complicité, leur coup de gueule. Dès leur arrivée en studio, on voyait le tourbillon d'idées qui habite Alexandre Dostier et Marie-Ève Francoeur. C'est dans cet état d'esprit, vif et animé, que s'est déroulé mon entretien avec la dramaturge et le réalisateur, scénariste, poète. Avec franchise et sensibilité, ils se sont confiés sur le chemin rempli d'obstacles qui les a amenés à s'affirmer comme artistes. On va commencer par cette petite question toute simple. Est-ce que, un peu comme on a dans le sport, une discipline, un entraînement, une routine, entre guillemets, est-ce que pour vous, c'est la même chose lorsque vous commencez un projet d'écriture, que ce soit en théâtre, en poésie ou en scénario de court-métrage, de film pour Alexandre Dostier et en théâtre pour Marie-Ève Francoeur? Est-ce que vous vous tenez à une discipline d'écriture? Moi, la discipline, dans mon cas, c'est un souhait parce que c'est pas mon emploi principal. Donc, quand je veux écrire, c'est le soir entre 10h et minuit ou la fin de semaine quand mes enfants veulent. Donc, la discipline, pour moi, c'est plus un vœu pieux qu'une réalité, là, mais c'est certain que il faut s'y mettre, puis il faut avoir une certaine discipline pour arriver à des résultats parce que sinon, les projets traînent. Des fois, ça a du bon, ça nous permet d'avoir du recul, de faire évoluer les idées, mais le mauvais côté, c'est que les projets, des fois, restent dans les tiroirs et prennent la poussière. Mais en même temps, Marie-Ève, à 10h30, je présume que le soir, après une journée, ça doit pas être évident de dire ça prend vraiment une discipline pour dire OK, là, je vais le faire quand même. Oui, dans mes meilleurs moments, j'y arrive à être disciplinée, là, mais bon, il faut qu'il y ait moins d'imprévus un petit peu. Parce que, voilà. Ouais. Alexandre? C'est comme, on dirait qu'il n'y a pas de choix idéal, dans le sens que j'ai été longtemps dans une situation comme Marie-Ève où, heureusement, j'étais mon propre boss, fait que bon, je pouvais aménager mes plages d'écriture comme je voulais, mais le fait que j'aie un autre emploi, ça me forçait à structurer mon écriture à quelque part, tu sais. Mais à contrario, j'étais comme, je manque de temps, je pense à plein d'autres affaires, puis là, j'ai fait ça pendant 10 ans à peu près. C'était ça un peu ma situation les 10 dernières années. Puis là, pour comme la première fois de ma vie, cette année, j'ai quitté l'emploi que j'avais comme distributeur de films pendant 11 ans. Puis là, je suis consacré à 100% à mes projets. Puis il n'y a pas de magie qui se passe. Du jour au lendemain, je suis pas comme... je me promène pas en me faisant 23 cafés par jour dans mon appartement, en écrivant sur les murs, puis en ayant plein d'idées, puis en étant visité par la muse parce que mes portes puis mes fenêtres sont ouvertes puis que j'ai juste ça à faire. Non, c'est une autre angoisse, en fait, qui s'installe. Laquelle? C'est l'angoisse que... C'est cette illusion, en fait, que en ayant plus de temps, les choses se font d'elles-mêmes. Ah oui. Puis elles se font pas d'elles-mêmes. Fait que moi, on dirait que là, je réalise, puisque j'ai pas la contrainte du job, qui est l'autre affaire, je réalise, en fait, que la discipline est nécessaire. Elle est nécessaire, sinon les choses se font pas. J'angoisse. Je passe la moitié de l'avant-midi à faire autre chose de comme plus... je sais pas, lire, faire de la recherche, gérer des patentes, genre, puis là, je me dis, l'après-midi, je vais avoir mis ça de côté, fait que là, je vais pouvoir écrire. Mais là, il y a autre chose. Il y a cette angoisse que t'es pas plus inspiré à 1h de l'après-midi. Le projet que tu essaies de démarrer t'effraie. Moi, souvent, mes projets m'effraient. Autant en scénario qu'en poésie? C'est différent.
Okay. C'est différent. J'ai une relation différente avec les deux. Mais disons que le scénario prend plus de place, puis c'est plus avec lui que je deal. Fait que, tu sais, en tout cas, j'essaye donc, pour répondre à la question, de me bâtir une discipline. Puis là, on dirait que je commence, ça fait comme quelques mois que je suis là-dedans, je commence à voir la différence de quand je vais puncher, mettons, un 3 heures le matin, first thing in the morning, sur mes affaires, puis quand je vais pas le faire. Okay. Sur juste comme ma qualité de vie en général, puis mon optimisme face à ce choix débile de juste comme écrire des petites histoires. Et du côté de Marie-Ève, la question que je me pose, c'est que vous avez donc fréquenté une école de théâtre. Oui. Est-ce que l'école de théâtre, la formation reçue, ça vous aide à avoir une discipline puis s'y tenir? Est-ce qu'on vous enseigne ça à l'école de théâtre, la nécessité de s'imposer une discipline? Parce que je sais qu'Alexandre a un parcours plus atypique, on reviendra là-dessus. Oui, moi, je suis vraiment académique. Full académique. Non, t'as encore ton mortier, ça oui, puis je me tiens à tête droite, là, je vais me déplacer une vertèbre si je bouge. Oui, c'est ça, exactement. Oui, alors, madame l'académicienne. Oui, mais non, en fait, non, mais c'est pas tant le théâtre que la maîtrise, parce que j'ai fait une maîtrise en écriture théâtrale, en fait, en théâtre, là, mais avec un volet écriture. Puis à un moment donné, ton projet de maîtrise, si tu veux pas passer 5 ans là, ben voilà, il faut que tu t'y mettes. Puis là, oui, il y a une discipline qui s'installe. Là, cela dit, je suis pas une personne rigide, puis je l'ai jamais été. Là, ça fait vraiment pas partie de qui je suis. Là. Je devais être une contorsionniste psychologique dans une autre vie, je sais pas. Là. Donc, ouais, là, j'étais capable. À un moment donné, il faut que ça avance. Fait que je m'y mettais. Puis oui, tu sais, j'écoute Alexandre. Puis en même temps, c'est fascinant parce que quand on travaille et qu'on n'a pas beaucoup de temps, ben on se dit « Ah ouais, si j'avais du temps, ça avancerait. » Mais la réalité, c'est faux. C'est une pure illusion. Je suis gestionnaire d'un OBNL dans le milieu de la culture, les éditions d'Art de Sabord pour ne pas les nommer. Puis j'ai suivi des petits cours de gestion du temps par la bande. Puis ils disent il y a une espèce de loi tacite qui dit que que ce que tu as à faire va prendre le temps que tu as. Donc, si tu as 20 minutes à consacrer un dossier, tu vas mettre 20 minutes. Si tu as 6 heures, tu vas mettre 6 heures. Je pense que c'est la loi de Parkinson, ou en tout cas, c'est peut-être lié à la loi de Parkinson. Non, mais pour vrai, la loi de Parkinson, c'est une loi avec un nom. Là. C'est comme, plus une tâche est comme considérée comme difficile, plus elle va prendre de temps pour être faite ou quelque chose comme ça, genre. Ouais. Ou plus t'as de temps à faire, plus la tâche va être difficile à faire, en fait. Plus tu vas y mettre du temps, puis là, probablement que tu vas mettre du temps, puis là, tu peux analyser tout, puis tu vas voir des choses. Exactement. Il faut que je peaufine ça. Puis là, plutôt que quand tu n'as pas beaucoup de temps, tu dis, bon, ben le style de ma demande. Mais est-ce que c'est pas justement parce que c'est le censeur qui s'impose à un moment donné, l'autocensure, de dire, ou le petit démon, là, tu sais, qu'on a tous dans sa tête, là, qui dit, ah, c'est pas bon, ça vaut rien, attends demain, ça va être mieux. Ouais, Est-ce que ce petit démon, il se fait entendre chez vous, autant chez Marie-Ève que chez Marie-Ève? Oui, c'est sûr. Là, le censeur, puis on dirait que plus... en tout cas, encore l'académicienne, c'est drôle, là, je ne m'attendais pas d'avoir ce titre-là aujourd'hui, là, mais je vais me l'auto-proclamer. Là, mais entre nous deux, bon, qu'est-ce qu'il faut? Ça coûte cher, les études! Ah, écoutez, c'est bon, on a eu une petite discussion sur le logement tantôt, en tout cas, on ne rentrera pas là-dedans. Oui, donc, le censeur, oui, mais tu sais, on dirait que plus tu étudies, plus tu vois... Tu analyses ce que tu fais, ta démarche, tu te compares, là, tu te situes, puis là, tu dis est-ce que c'est vraiment actuel, est-ce que ça a déjà été fait, puis là, tu te poses des questions, puis là, tu te juges. Puis on dirait plus tu... En tout cas, je ne sais pas, Alexandre, si tu as ce rapport-là, mais plus tu consommes, je déteste ce mot-là, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat, là, plus tu consommes la culture, plus tu regardes, tu lis, plus tu te compares, plus tu t'essayes de te situer par rapport à ce qui se fait. Parce qu'en tout cas, tu sais, je veux dire, faire ces petites affaires, c'est le fun, mais je veux dire, on essaie, en tout cas, quand on crée, d'amener pas quelque chose de nouveau, parce que c'est un peu présomptueux, là, mais d'amener quelque chose qui témoigne d'une réflexion. En tout cas, pour ma part, tu sais, quand j'écris oui pour moi, mais j'écris parce que j'ai une vision du théâtre que j'aimerais mettre en scène ou voir mis en scène. Puis je m'efforce que cette réflexion-là sur le théâtre transparaisse dans mon écriture. C'est une exigence que j'ai, mais ça amène un niveau peut-être de censure ou d'analyse ou d'auto-analyse supplémentaire qui peut être en effet un frein assez sérieux. Je pense qu'à un moment donné, c'est un frein, la comparaison avec d'autres... à un moment donné, ça sert juste pas. Ça nous sert juste pas. Je pense qu'il y a un pourcentage qui doit être marginal, genre, qui peut être utile pour naviguer, genre. Mais sinon, je pense que ça devient... c'est un piège, en fait.
OK. Puis c'est une place où on peut mettre beaucoup de temps pour justifier le fait qu'on veut pas attaquer, en fait, le cœur du projet. Puis je pense, moi, en tout cas, je suis tombé dans ce piège-là plein de fois. Je consomme pas, tu sais, je consomme de la culture, mais je me compare pas tant que ça. Tu sais, genre là, je suis plus en cinéma, puis j'écoute même pas tant de films que ça. Mais c'est plus comme moi, ma source où je me nourris, c'est comme... je suis super curieux d'affaires plus abstraites, tu sais, comme... Fait que des discussions sur la liberté, sur plein de concepts un peu plus abstraits. Puis là, je vois que c'est sur comme le radar de mes projets en ce moment. Puis je suis comme, comment je parle de ces thèmes-là? Comment je les fais résonner? Est-ce que j'y vais assez en profondeur? Puis là, c'est là où je m'enlise, en fait. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que, je veux dire, oui, là, j'ai mis mon petit chapeau d'académicienne, ça va être le running gag, là, je le sens. Là, faut que je le lâche tout de suite, sinon ça va être tannant. Mais moi non plus, tu sais, je veux dire, oui, j'ai lu beaucoup, surtout quand j'étais à l'université. Puis à un moment donné, j'étais juste plus capable, saturée. Là, j'ai lu à peu près tout, sauf des pièces de théâtre puis de la littérature pendant des années. Uh-huh. Puis après ça, j'y suis revenue avec un œil neuf. Puis là, je dirais, ces temps-ci, je suis plus détachée. Puis généralement, les choses qui m'inspirent, ça vient pas nécessairement non plus du milieu des arts. Ça va être complètement autre chose. Ça peut être de la musique. Ouais. Moi, je suis une maniaque. J'aime beaucoup lire des trucs sur la physique. Je comprends semi ce que je lis. Mais il y a quelque chose qui me parle là-dedans. Puis je comprends à moitié rien, mais un peu. Mais on fait des liens avec nos œuvres quand même. Tout à fait. Puis ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. J'ai une question toute simple et toute bête à vous poser, puis probablement qu'elle est bête simplement parce qu'elle est simple et inévitable. Pourquoi écrivez-vous? Je ou tu? Pour la paye. Non, c'est le joke. On avait compris. C'est ça que j'allais dire. La paye, les femmes, les voitures de luxe, le jet set. Oui. On voit qu'Alexandre Dossy a lu Freud, bien assimilé. Je réponds à mes besoins primaires par l'écriture. Pourquoi vous faites pas la même chose? Ça a commencé quand? Je sais pas. Honnêtement, ça a été comme... J'étais un kid un petit peu plus tout seul, dans un milieu vraiment qui était un petit peu différent du mien en Beauce. J'étais plus dans ma tête. Fait que il s'est toujours construit des mondes puis des histoires en moi. Puis je pense que j'ai juste, en grandissant, je me suis rendu compte que ça avait une certaine valeur. Tu sais, genre au secondaire, cet imaginaire-là, ça me permettait de pas me faire péter à la gueule. Puis un jour, tu sais, comme en secondaire 5, d'avoir quelqu'un à amener à mon bal à finissant. Puis après ça, tu sais, j'ai retourné un peu ce genre d'outils-là de tous les sens. Puis je me suis rendu compte que ça pouvait faire décrocher une couple de petits contrats. Puis à un moment donné, ça tissait mes rêves. Puis fait que c'est l'imaginaire qui m'a amené sur la voie de l'écriture. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai toujours été un grand lecteur. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens pouvaient peut-être être intéressés par mes histoires, tu sais. Puis que j'étais peut-être apte à les raconter puis à engager le public. Puis juste comme le monde qui partage mon univers, puis tu sais, ce monde, genre, l'engager de cette façon-là. Fait que c'est ça que j'ai découvert, puis tu sais, j'étais un genre de polymathe, j'aime plein d'affaires, fait que tu sais, je l'ai fait en poésie, je l'ai fait au cinéma, je l'ai fait en musique, j'essaye le roman en ce moment, c'est un de mes projets aussi, fait que je continue. Mais à la base, je dirais, il y a quand même un sentiment très jeune de ne pas être one of the gang, entre guillemets, de se sentir un peu à l'écart. Ouais, absolument. Mais en même temps, de jamais se sentir de la gang. Fait que tu sais, j'étais en train de réaliser que j'étais un artiste, tu sais, mais ça a pris comme 35 ans. Genre, c'est comme... tu sais, c'est comme une vocation... Puis un peu à lancer, tu sais, je sais pas si c'est à cause de mon éducation catholique, là, mais ça se trame pas mal dans souffrance, toute cette affaire-là. Puis c'est une drôle de patente, genre. Mais en même temps, je me découvre beaucoup. Je trouve que l'écriture, la création, puis tout ça, t'es confronté à toi-même quand t'essayes vraiment de communiquer quelque chose qui te dépasse, quand t'essayes de partir de quelque chose d'abstrait puis de l'amener dans quelque chose de concret. Ça te change.
c'est tough, mais ça te change pour le mieux, je pense. Fait que je suis là-dedans, là. Marie-Ève, Franca, confrontation, Oh souffrance, se my sentir God, à la l'écart, passion. c'est tough. Non, mais c'est drôle parce qu'en plus, Alexandre et moi, on vient presque du même coin. On a découvert ça tantôt là, dans les coulisses du studio. Voilà. Quand vous dites du même coin. Du même coin de pays. Oh, en fait, moi, je viens de la région de Lobinière et moi, la Alexandre Beauce. vient de la Ah, Beauce. bon, fait bon. que, Ok, c'est ça. Puis moi aussi, ce sentiment de tu sais, je veux dire, je me souviens pas m'être déjà senti quelqu'un de normal dans ma vie, là, tu sais. J'avais, moi aussi, là, un imaginaire débordant, un sentiment d'étrangeté, tu sais. Puis bon, c'est sûr que si on... Je sais pas, là, j'ai pas fait les statistiques, là, mais si, mettons, il y a 0,5 % de la population qui a un côté marginal ou débordant, ben c'est sûr que sur une population d'un village de 1000 habitants, ben ça se peut que tu te retrouves tout seul. Pas grand monde. Oui, c'est ça. Fait que, ben moi aussi, c'est ça. Puis j'avais, pour ma part, à l'origine, j'étais beaucoup plus dans les arts visuels. J'ai fait, au début de mon parcours, j'étais en arts visuels parce que j'avais un imaginaire. Dans le mot imaginaire, il y a le mot image, qui était vraiment rempli d'images envahissantes. Je vous donne un exemple. Tu sais, je suis dans mon cours d'initiation à la technologie en secondaire 3, puis je m'imagine des aiguilles qui rentrent dans ma tête. Tu sais, puis là, tu as ça comme en boucle qui tourne pendant que le professeur de t'apprendre à utiliser un T puis un équerre. C'était vraiment super pertinent. Donc, c'est ça. Puis j'avais, tu sais, ça débordait. Là, tu sais, j'étais comme les images, puis je faisais aussi de la musique, là, j'en fais encore. Puis ce qui m'a amené vers l'écriture, on dirait que ça a comme été le besoin de... Je trouve que quand on écrit, on est moins envahi. C'est quelque chose de moins sensoriel que, supposons, la musique ou les images. Puis on dirait que de mettre les choses en mots, pour moi, ça avait quelque chose d'avoir une impression de contrôle. C'est une grosse impression, même une illusion, là, sur mon propre imaginaire. Oui, c'est ça. Tu mettais de l'ordre, on dirait. Oui, c'est ça. Puis c'est venu comme ça. Les premières choses que j'ai écrites, c'était pratiquement de l'écriture automatique. Là. Ça sortait comme des fleuves, des torrents. Là. Puis avec le temps, ben l'esprit d'analyse a comme embarqué. Puis j'ai comme fait un certain mélange des deux, pour arriver à quelque chose qui a fini par me plaire. Donc écrire, ouais, peut-être pour me dominer moi-même, émerger, être un individu intelligible. C'est comme, tu parlais de ces images-là en secondaire 3 qui t'assaillissaient. C'est des visites de l'inconscient, on dirait. C'est clair. Moi, il est poreux, là. C'est trop poreux, là. Mais il y a comme, c'est ça peut-être que tu essaies de dompter, tu sais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui me fait souffrir, c'est ma relation avec cette part d'inconscient puis d'abstraction que j'essaye de communiquer, que j'essaye même moi-même de comprendre, puis d'être à tous les jours, de me rendre compte que dans une certaine mesure, quand c'est pas totalement, je me sens incapable, genre, de le comprendre ou de le traduire, tu sais, même pour moi-même. Mais en même temps, c'est une relation très utilitaire avec quelque chose de très abstrait, tu sais, l'inconscient. Fait que je pense qu'il faut que je change ma relation avec ça. Puis déjà, je suis en train d'explorer ça. Mais je pense qu'en tout cas, on dirait que ça me fait penser à ça, cette idée que t'exprimes. Puis dans mon cas, écrire, puisque j'étais capable de dessiner, puisque j'étais capable de faire de la musique, il fallait que je trouve qu'est-ce que ça m'apportait de différent. Puis ce que je me suis rendu compte dans ma réflexion philosophique introspective de jeune femme quand je suis arrivée dans le Grand Montréal... Pardon? Académicienne. Non, je suis rendue dans d'autres choses. La fille d'un fondrant qui est arrivée à Montréal dans son 2,5, j'avais toutes ces pratiques-là. Je me suis dit, pourquoi écrire? Pourquoi aller vers le théâtre? Parce qu'à l'origine, je savais pas que j'écrirais pour le théâtre. Écrire, c'était ce qui était peut-être plus à portée de main, parce que c'est pas tout le monde qui a 10 comédiens dans son salon puis un décor pour faire « Hey, ouais, on fait ça », tu sais. Fait que c'était, tu sais, il y a quelque chose de, j'ai un petit côté, j'aime beaucoup la philosophie aussi, tu sais, toute la question des idées. Et puis ça, je me suis dit, ben, faire passer des idées dans de la musique ou faire passer des idées, oui, des fois on dit qu'une image vaut 1000 mots. Avec des images, des fois, tu arrives à émettre comme un commentaire ou à dire quelque chose, mais à partir du moment où tu arrives avec des mots, là, tu fais vraiment exprimer des abstractions pures aussi, puis des trucs... c'est ça, c'est là que je me suis, je sais pas comment l'exprimer autrement, mais j'ai comme développé une sorte de côté iconoclaste qui m'a amené à écrire parce que je voulais justement aller au-delà de l'image pour transmettre une idée ou transmettre un point de vue ou quelque chose de vraiment peut-être plus cérébral même, ou parler plus à l'intelligence des gens plutôt qu'à leur sens, mais en même temps, artistiquement, en tout cas, rendu là, ça devient peut-être bien abstrait, mon affaire, là. Mais il y avait cet intérêt-là dans l'écriture, tu sais, parce que si tu veux exprimer une idée clairement,
À part l'équation mathématique, il reste les mots. Moi, ce qui m'a frappé dans la pièce de Marie-Ève Franqueur, j'en donne le titre « Voir pour croire », avec entre parenthèses « pour Thomas ». J'avoue que je m'attendais absolument pas à ça. Et je suis entré dans la pièce, d'abord, c'est incantatoire. C'est une véritable incantation, comme une sorte de... Les questions reviennent comme des litanies. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de sacré. Et d'ailleurs, il y a le personnage de Thomas, mais Thomas renvoie aussi à l'apôtre Thomas, celui qui a eu besoin de toucher le Christ, puis de voir Thomas, le Christ, apparaître dès le début de la pièce. Honnêtement, je trouvais ça très audacieux, parce qu'on n'est pas habitué à ça. C'est un peu comme un héritage qu'on a comme un anachronisme. Comme un anachronisme à quelque part. Puis avec la série de questions, moi, c'est ma question, il y a beaucoup de questions. On entre dans la pièce, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis? Il n'y a plus personne, il n'y a personne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir que je ne vois pas? Et pour voir quoi? Pour croire quoi? Etc. Et on se fait prendre. Moi, j'ai pas vu la pièce à lecture, mais vraiment, j'étais saisi par ces questions-là que je m'adressais à moi-même. Comment c'est venu, ça? En fait, j'avais l'idée d'un personnage qui avait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir, puis qui remettait en cause, tout, quand je parlais de physique quantique tantôt, sa perception, sa conception de la réalité. Puis là, je me suis demandé comment ça parle un personnage comme ça. Puis je voulais pas qu'il arrive sur le stage puis qu'il fasse « L'autre jour, j'ai toujours trouvé ça pas fake, parce qu'il y en a qui le font très bien, puis des fois, c'est très, très touchant d'avoir le personnage, qui vient en aparté, puis qui vient livrer son vécu, mais moi, j'avais pas le goût d'aller là, puis je me suis dit, OK, c'est un personnage, Thomas, c'est celui qui a vu, qui a trop vu, qui a vu l'incroyable. Puis, probablement qu'il veut pas en parler, parce que c'est quoi les mots que tu utilises pour parler de ça? Les mots, c'est galvaudé, les mots, moi, je suis un petit peu dans cet état d'esprit-là. Puis là, je me suis dit, voilà, le théâtre va prendre Thomas dans sa réalité, va le garrocher sur scène dans un simulacre de ce qui ressemble à sa réalité pour réanimer sa mémoire. Et puisqu'il ne parle pas, on va mettre une note « Bienvenue chez toi, Thomas ». Sauf que lui, dans sa tête à lui, tout le monde est mort. Donc, quand il trouve la note « Bienvenue chez toi, Thomas », là, ça fait bizarre dans sa tête, ça marche pas. Là. Fait que c'est pour ça qu'il se pose toutes ces questions-là. Marie-Ève Franqueur, Voir pour croire, pour Thomas. T'es-tu déjà rêvé de vouloir partir, Isabelle? Pour aller où? Je sais pas. Tu m'as dit tout à l'heure que partir pouvait être une fin en soi. Peut-être. On a tous envie de quitter quelque chose à un moment donné. Donc, t'as envie de partir parfois? Pas maintenant. Mais c'est déjà arrivé. Quand? Avant maintenant? On ne sait pas toujours de quoi on a envie au moment où on en a envie. Et on ne se souvient pas toujours de ce dont on a eu envie quand on n'en a plus envie. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses peuvent détourner notre attention de ce dont on a vraiment envie. Comme? Toi, ta présence. Quand je suis avec toi et que tu me parles, j'ai pas envie de partir. Et quand je suis pas là? Quand je te parle pas? Comme tantôt, avant que j'entre dans cette pièce? Je sais pas. Il est difficile de parler avec justesse de ce qui n'est plus. Comme de mes désirs de partir quand tu n'es pas là et que rien ne me distrait. Quand je suis simplement là, entre ces murs, à t'attendre. Est-ce que tu crois que j'aurais pu te tuer, Isabelle? Je crois pas, Thomas. T'en es bien certaine? Il y a des choses comme ça dont on ne peut être certaine. Comme si on est capable de tuer quelqu'un avant que ça arrive. Je crois pas maintenant que je pourrais te tuer, mais tout à l'heure, quand t'étais pas devant moi, j'étais pas si certain.
j'imagine que quand on cherche, on peut toujours trouver une raison de vouloir tuer quelqu'un. Quand on cherche, on peut tout trouver. Même une raison de faire disparaître quelqu'un à qui on tient vraiment? Surtout cette personne. C'est qu'on parle de badlockés, de gens qui n'ont pas l'habitude d'être sur le devant de la scène avec leur langage, etc. D'ailleurs, c'est un univers semblable à celui de Fabien Cloutier en un sens, qui lui aussi est de la Beauce. Puis, en même temps, moi, j'ai reconnu vraiment ma petite vie, entre guillemets, quand j'étais jeune dans le quartier Sainte-Cécile, ici à Trois-Rivières, Notre-Dame, la Petite Pologne, etc. Puis ces gens-là, évidemment, c'est des vies avec des choses à dire et tout ça. Est-ce que ça a été difficile, ce passage au langage? Non, pour moi, ça a toujours été facile. J'ai toujours eu de la facilité avec les dialogues, les mots. J'ai toujours eu beaucoup d'amour pour ça. Tu sais, moi, ma région, la Beauce, ça m'a toujours vraiment beaucoup inspiré. J'ai été élevé par des conteurs. Puis, tu sais, ce village est un village de conteurs, puis de monde qui savent t'engager par leurs histoires, puis leur langage, puis comment ils te regardent quand ils te racontent ça. Fait que, tu sais, j'ai comme été toujours habité par ça. C'est quelque chose que je décode bien, je pense, puis que je suis capable de communiquer assez bien, puis dans lequel j'ai du plaisir. J'aime écrire des dialogues. Au cinéma, je pense que c'est une des affaires que j'aime le plus. Puis quand vient le temps de travailler avec les acteurs, voir comment ils s'approprient ce dialogue-là, puis le soin qu'ils portent, moi, c'est une étape qui me rend toujours très heureux, puis que je trouve très pleine de vie. T'sais, pour moi, c'est très vivant. Même si des fois, comme dans Shenley ou comme dans mes films, c'est plein d'émotions quand même qui peuvent être difficiles, violentes. Justement, je pense à page 83 de Shenley dans le recueil, le poème Coliforme. J'ai bu toute l'eau qui a coulé en dessous des ponts, puis je te l'ai craché d'en face, ma Chris. Yes. Est-ce que ça, c'est le genre de poème? Donc, Shenley, ça a été publié en 2014. 2014. Donc, 2014. Est-ce qu'aujourd'hui, Alexandre Dosti dirait ce poème-là, là, il faudrait qu'il se retrouve dans le même recueil si j'avais à réécrire, compte tenu de tout un contexte de dénonciation de masculinité toxique, par exemple? Est-ce que ces personnages-là, qui ont cette masculinité toxique, c'est la même chose un peu dans les films, est-ce qu'ils ont quand même droit à cette voix? Que ce soit absolument. À l'écran ou, absolument. Plus que jamais. Dans le sens que pour comprendre la médaille dans son entier, il faut avoir les deux côtés. Puis si on n'est pas capable pour attendre à la douleur puis aux souffrances qu'un côté de la médaille vit, il faut savoir d'où elle vient. Puis hurt people, tu sais. Fait que il faut pouvoir se plonger unilatéralement dans ces souffrances-là. Puis tu sais, je pense qu'on aime, on est dans une période trouble où on veut classer des choses puis essayer de naviguer là-dedans, séparant le grain de l'ivraie, le bon du mauvais. Puis je pense qu'on perd beaucoup de résolution dans le processus. Puis moi, j'aurais envie de parler plus de comportements qui sont toxiques que d'individus, avec peut-être des prévalences dans certains cas de figure plus élevés. Mais je trouve que ça nous sert pas de départager blanc-noir ces problématiques-là. Puis c'est ce langage-là, la colère, la violence, sentir que c'est pas juste, être en tabarnak, genre, ça sera pas effacé. On aura beau essayer de polisser le langage comme on veut, d'effacer de la sphère publique des gens qui veulent pas marcher la ligne, ça va pas éradiquer ce langage-là. Au contraire, ces gens-là se replient sur eux-mêmes, se sentent encore moins écoutés, se sentent encore plus fâchés, ont encore plus le goût que quelqu'un paye. Fait que, tu sais, moi, je viens d'un milieu où j'étais peut-être une personne très sensible, disons, pour ce milieu-là, qui est un milieu plus ouvrier, plus difficile. C'est correct, ça prend toutes sortes de monde avec toutes sortes de sensibilités, mais j'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes. Mais beaucoup d'hommes, je vais dire hommes parce que c'est peut-être à eux que je m'identifiais quand je cherchais un modèle, un père, oncle, être incapable de parler, puis commettre des gestes irréparables envers eux ou des gens qu'ils aimaient. Puis c'est vraiment pas en les enfermant ou en les pointant du doigt, je pense qu'on désamorce ce mal-là, au contraire. Puis
En tout cas, je suis encore très proche de mon milieu. Tu sais, c'est con parce que je vais moins en Beauce, mais j'ai encore de la famille en Beauce, puis je me tiens souvent aux nouvelles de ce qui se passe là-bas. Puis, tu sais, c'est un milieu où tu sais, les gens sont forts, mais le revers de cette médaille-là aussi, c'est comme des souffrances souterraines très difficiles. Puis moi, si je peux exprimer un langage dans lequel ils peuvent se retrouver, ça me donne du sens à ce que je fais. Alexandre Dosti, Shenley. 2 œufs bacon. Je vais te tuer, ma grosse crisse, qui dit le gars en arrière de la vitre pendant qu'elle me serre dans ses bras de filet. La fille qui braille, qui fait des spots de larmes sur mon côte. Le make-up scrap dans le restaurant de Bin. Laisse-moi rentrer, qui bûche avec ses poings, des ronds dans B-window, comme des yeux au beurre noir dans Buée d'Exhaust. De sa bouche en crisse, la morve dans le pinch, un gros pick-up qui rumine, full load, dans un parking vide. Je t'aime, hostie, qui graphigne dans la porte barrée, les veines pleines de café frette. Quand elle l'enfouit dans mes bras, sa tête qui craque, le spray net, sa tête qui craint que le spring de la porte pète. Lundi au village. Ton pays s'en va à dompe. Puis novembre, c'est un nœud coulant. Moi, je suis personne. Un client de trop. Dans le casse-croûte. Comme une feuille de laitue dans un 2 œufs bacon. Alexandre Dosti, donc l'avenir comme créateur d'Alexandre Dosti. Eh ben, je me trouve très chanceux, puis je trouve qu'il y a plein de lumière dans ma vie, puis je me souhaite de pouvoir l'apprécier davantage. Honnêtement, c'est ça que je me souhaite. D'être plus doux avec mon côté créateur, de l'honorer du mieux que je peux, puis d'accepter que je peux faire des erreurs aussi, comme artiste. Puis autant sur un produit fini que dans mon day-to-day, quand je m'assis devant la page, puis que je me pardonne, tu sais. Fait que je me souhaite ça. C'est donc bien beau, ça. Ah, man, mais c'est, tu sais, des fois, on est... Tu sais, en tout cas. Je pense que j'ai envie de lire en terminant. C'est un poème donc de Shenley, d'Alexandre Dosti, Taureau ascendant gaucho. C'est bien pour l'avenir. Ah oui, j'adore. Je ne fonce plus, tête baissée comme avant. Je regarde en arrière, parfois. Et du côté de Marie-Ève Franqueur, donc de sa pièce Voir pour croire, eh ben, ça sera notre conclusion peut-être. Isabelle qui dit à un moment donné, on ne sait pas toujours de quoi on a envie au moment où on en a envie, et on ne se souvient pas toujours de ce dont on a eu envie quand on n'en a plus envie. Thomas de répondre, pourquoi? Isabelle, parce que beaucoup de choses peuvent détourner notre attention de ce dont on a vraiment envie. Marie-Ève Franqueur, Alexandre Dosti, j'avais vraiment envie d'être avec vous et c'était un réel bonheur de faire cet entretien avec vous. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci, Marie-Ève. Entre guillemets est une production de la Société des écrivaines de la Mauricie en collaboration avec la Gazette de la Mauricie. À l'animation, Christian Bouchard. À la réalisation, Christina Monfette-Fortin. Au montage, Anthony Gagnon-Boisvert. Avec la participation des comédiens Cindy Rousseau et Adamo Yonata, qui ont prêté leur voix aux mots des auteurs-autrices. Merci à Steve Hill pour la chanson Days, ainsi qu'à Cathy Bélanger pour l'illustration. Nous remercions également de leur collaboration les éditions Boréal, Dominique et compagnie, L'Écrou, Libre Expression, Pierre Tisser, Le Cartanier, Le Sabord, Soulière et Le Soleil de minuit. Ce projet a été rendu possible grâce à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et de Culture Mauricie.